toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique, le rendez-vous de Lyon Mag qui revient sur l'actualité de la semaine. On va tenter de décrypter avec vous. Pour m'accompagner aujourd'hui, l'ancien élu écologiste Étienne Tête. Bonjour Étienne. Bonjour. À vos côtés, le chercheur associé à Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour. Et puis mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, le sommaire du jour, on parlera du vœu des échevins. La laïcité invoquée par le maire de Lyon s'applique-t-elle vraiment à cet événement? Subvention retirée au CCO de Villeurbanne, Laurent Wauquiez a-t-il fermé le robinet trop vite? Et puis collectif pro-téléphérique, les écologistes sont-ils déjà aux abois sur ce dossier? Allez, on passe donc à ce premier événement, c'est celui de cette semaine, c'était mercredi 8 septembre, le vœu des échevins qui a été célébré en la basilique de Fourvière. C'était la première cérémonie pour le nouvel archevêque de Lyon, Olivier de Germay. Et puis événement inédit, ce n'est pas le maire qui a remis l'écu de la ville, mais Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée de l'Asvel féminin. Grégory Doucet lui refusera chaque année de son mandat d'entrer dans la basilique au nom de la laïcité. Alors on va commencer avec vous Étienne, puisque vous avez été à la fois dans la majorité et l'opposition de Gérard Collomb, qui lui, chaque année, allait à la basilique de Fourvière. Qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque? Alors, c'était sa liberté d'y aller. Le maire de Lyon fait ce qu'il veut. Il faut quand même déjà un peu replacer dans la réalité de l'histoire de la présence du maire. Elle n'a jamais été constante. Notamment Édouard Herriot, qui est resté quand même un certain temps maire de Lyon, n'y est pas allé. Ça fait 50 ans que le maire de Lyon y est. Oui, mais si on prend sur les 350 ans, il y a eu des nombreuses périodes où personne n'y allait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que l'épiscopat s'est très très bien comporté dans cette affaire. Il reconnaît la liberté de chacun, ce qui est tout à fait respectable. Il a pris une position extrêmement modérée et de faire venir une personne qui est tout à fait représentative de la citoyenneté lyonnaise pour représenter effectivement cette tradition. Mais moi, j'allais dire, faudrait regarder la tradition dans toute son histoire. On parle toujours de la laïcité, mais on oublie quand même que c'est le vœu des échevins. Et qu'est-ce que c'était que les échevins à l'époque? C'était des nobles. C'était le vœu de la noblesse envers le clergé, comme dans toute cette période de la monarchie, où le clergé et la noblesse gouvernaient la France. Bon, donc c'est quand même l'éloge d'un fait historique. C'est comme si tous les ans, on refaisait un sacre de l'empereur ou le sacre d'un roi à Reims. Donc voilà, c'est quand même... Non, mais c'est pas l'histoire des représentants républicains de la ville vis-à-vis de l'Église catholique. C'est l'histoire de la noblesse. Donc voilà. Et puis alors j'ai été extrêmement choqué par les déclarations de M. Wauquiez qui dit il faut s'agenouiller. Je veux dire, ce côté de s'agenouiller, voilà, je veux dire, moi, j'ai ni Dieu ni maître. Les seules limites à la démocratie, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas des autres autorités qui décident, et je n'ai pas à m'agenouiller, personnellement, comme à l'image de Wauquiez qui s'agenouille devant l'Église catholique. Mais voilà, après, c'est sa liberté de le faire, mais ce n'est pas un propos de responsable politique. Voilà, c'est le peuple qui est souverain, c'est pas l'Église catholique. Et l'Église catholique elle-même reconnaît que c'est le peuple qui est souverain en faisant venir Madame Obama. Au vœu des échevins. Romain Mels, Grégory Doucet a effectivement déclaré qu'il marchait dans les pas d'Édouard Herriot, qui, comme lui, n'allait pas au vœu des échevins. C'est une comparaison qui est valable? Il prend les comparaisons qui lui conviennent. Moi, ce que je trouve, c'est que tout ça on voit bien effectivement combien l'Église catholique et l'évêché, tout ça, a géré ça en toute bonne intelligence avec la mairie, qui n'a visiblement aucune tension. D'ailleurs, Olivier de Germay, à un moment, dit tout ça, c'est presque de l'ordre du cultuel, enfin non, du culturel plus que du cultuel. Donc on voit bien qu'eux-mêmes voient cette cérémonie comme quelque chose qui n'est pas du tout le cœur de leur foi. Enfin, un catholique, le fait de se faire remettre un faux écu, ça ne représente rien pour un catholique. Ben justement, alors est-ce que la position de Grégory Doucet s'entend? Est-ce que finalement le vœu des échevins, c'est pas plus une tradition comme peut l'être aujourd'hui pour énormément de personnes Noël, plutôt que quelque chose de très très catholique, très chrétien, avec l'encens, etc. Il y en a, mais est-ce que du coup la position de Grégory Doucet tient vraiment?
Vous avez raison, c'est une tradition, elle n'est pas très fondamentalement catholique, parce que l'idée de donner une médaille qui représente un écu, il n'y a plus d'écu d'or, et donc tout ça c'est un peu du cinéma. Et donc il se trouve que lui, Grégory Doucet, se sent pas trop d'occuper ce rôle dans ce cinéma-là. Bon, il fait quelque chose d'un peu décalé, on voit qu'il a retravaillé depuis l'année dernière, puisque c'était un peu dans la précipitation l'an dernier. Voilà, forcément. exactement, l'année dernière, là on sent que c'est mieux scénarisé. Mais simplement comme rôle, ça lui plaît pas, il le tient pas, et puis après tout, pourquoi pas. Raphaël, votre position sur le sujet ? Oui, je pense que s'il y était allé, on lui aurait beaucoup reproché, connaissant les positions des écologistes vis-à-vis de la laïcité. Donc Quand vous dites « on », simplement, sa majorité. Puis même, je pense que les commentateurs ici, on aurait été surpris de voir une différence. Mais ce qui est dit est assez juste. On n'est plus dans une cérémonie religieuse. Olivier de Germay, qu'on avait reçu, le voyait effectivement quelque chose de culturel. Je lui avais posé la question en Corse. Pareil, il avait le même type de cérémonie qui, pareil, sont plus culturelles que vraiment cultuelles. Donc finalement, en fait, il aurait pu y aller. Mais en termes de cohérence, il préfère ne pas y aller. Il fait un discours devant, il respecte les croyants sans se soumettre à une cérémonie religieuse. C'est assez cohérent. Est-ce que finalement, il ne va pas payer pendant tout son mandat sa décision, alors qu'il ne lui incombait pas, mais dès le lendemain du 8 septembre 2020, le 9 septembre 2020, d'aller poser cette première pierre de la mosquée à Gerland, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont contre sa décision de ne pas se rendre au vœu des échevins le qualifient d'islamo-gauchiste parce qu'il n'a pas voulu aller à Fourvière, mais par contre, il a posé la première pierre de la mosquée à Gerland, ce qui, pour lui, sur le plan de la laïcité, il respecte tout à fait ce qu'il voulait dire, mais est-ce qu'il n'a pas donné le bâton pour se faire battre d'un point de vue communication? Est-ce qu'il n'a pas fait une faute qui risque à chaque fois en tout cas, ses interlocuteurs risquent de lui dire « oui, mais… » Si je peux répondre, Étienne. c'est l'objet matériel de la mosquée, c'est pas le culte musulman. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis d'accord avec vous. On finance Fourvière. Donc, effectivement, il n'y a pas de vraie première pierre, mais il y a des grosses subventions à Fourvière, il y a des grosses subventions à un certain nombre d'églises catholiques. Mais ça, c'est la loi. Alors, il y en a qui sont dans la loi. Parce que c'est avant 1905 qu'elle a été construite. Il y a celles qui sont... Oui, mais pourquoi ce privilège est maintenu? Ça, c'est un vieux débat. Mais il y a celles qui sont avant la loi de 1905, mais il y en a certaines qui sont après la loi de 1905. Oui, mais Fourvière, ça et il y a un certain nombre de bâtiments aussi au niveau de l'église protestante qui sont soutenus, au niveau des synagogues. Il y a un certain nombre d'objets immobiliers qui ont considéré comme une certaine valeur et qui sont entretenus. Et il y a des possibilités quand par exemple sur la Duchère, c'était à l'époque de Gérard Collomb, on a déplacé la cathédrale qui n'y est plus. On l'a mis là au Vieux-Lyon. Alors qu'avant, il y avait cette superbe cathédrale à la Duchère. Non, la Duchère. Ah non, la Duchère, non. Non, pardon. La Duchère, non. Non, la Duchère, je confonds. Il y avait une petit lieu de prière. On a refait pour la réinstallation du lieu de prière et ça a été subventionné. Donc, je veux dire, ça s'est fait à toutes les époques. Oui. Et il y a aussi une église très moderne, je crois qu'elle est du côté du Point du Jour, oui, c'est ça, qui est totalement moderne, qui a été fait en 1970, à 80% financé par la ville de Lyon, parce que c'était aussi dans la réaménagement d'une opération d'urbanisme. Voilà, donc... Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on construit beaucoup moins d'églises que de mosquées, donc forcément, il a moins l'occasion de déposer une première pierre. C'est l'inverse qui se passe, mais il le ferait, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'églises qui sont désacralisées, comme au niveau de la Croix-Rousse. Il y en a une, donc on hésite toujours à penser qu'elle va s'effondrer ou pas. En fait, c'est pas, elle est juste fissurée. À Gros Caillou, là, c'est ça? Oui, sur le Gros Caillou. Alors, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a des thèses différentes, c'est pas le débat. Mais effectivement, il y a un certain nombre de lieux cultuels de l'Église catholique qui sont désacralisés. Voilà, donc ils sont rendus à la ville, qui ne sait d'ailleurs pas toujours quoi en faire. Voilà, c'est la vie. Raphaël, un dernier mot ou on passe au... Bon, sur la grande mosquée, le discours, c'est de dire rappeler que la laïcité, c'est le respect de la liberté de culte et que chacun a le droit d'exprimer sa religion, y compris dans l'espace public. On a l'impression, qu'à écouter certains, que la laïcité, ce serait aller à genoux à Fourvière, mais surtout pas de musulmans dans l'espace public. Non, mais s'il faisait du jet ski sur le Rhône le 8 septembre, ça ferait bizarre, mais il y est quand même allé. Vous voyez, il est allé. Il n'est pas allé exactement à l'endroit où certains auraient voulu. Enfin, il a quand même manifesté son intérêt vague pour l'affaire.
Allez, on passe donc au deuxième sujet du jour, la semaine qui avait débuté avec l'annonce durant le week-end du retour du Lyon Antifa Festival en décembre prochain au CCO de Villeurbanne. C'est un événement de musique qui est plutôt à gauche de la gauche, qui lutte contre les discriminations. Et dans le clip promotionnel, on pouvait voir et entendre un extrait d'un concert qui date de 2015 avec des rappeurs qui clamaient « Tous les flics, c'est des bâtards ». Alors autant pour la conjugaison douteuse que pour le contenu anti-police, Laurent Wauquiez a décidé de frapper le CCO directement au porte-monnaie, de retirer à la salle ses 45 000 € de subvention annuelle. Raphaël, vous êtes particulièrement attaché à la culture. Est-ce que Laurent Wauquiez, qui est président de région, qui a donc le droit de disposer de son argent, enfin de l'argent de la collectivité plutôt, l'argent de la collectivité comme il le souhaite. Et c'est bien de le préciser. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas frappé un peu aveuglement et rapidement pour potentiellement faire un coup ? En fait, c'est quel message envoie Laurent Wauquiez ? Parce que on retient le CCO, dans le même temps, il y a eu le Salon du Livre de Saint-Étienne, où Laurent Wauquiez n'est pas intervenu, mais c'est le Salon du Livre qui préfère ne pas inviter un auteur parce qu'il a eu des propos un peu que Laurent Wauquiez avait trouvé dérangeants, puisqu'il était assez critique avec Laurent Wauquiez. Et donc les organisateurs du salon se disent on ne va pas se fâcher avec la région, c'est quand même pas très, c'est pas très malin, et donc préférait qu'il ne soit pas invité. Donc quand un président de région, n'importe quelle collectivité, commence à envoyer des messages de censure, en fait, de sélection des artistes qui s'expriment, ça peut avoir des répercussions dans tout l'espace. Moi, je préfère que chacun, à sa fonction, assure au contraire la liberté et qu'il fasse passer plutôt le message d'une liberté de la création culturelle dans la région. Mais est-ce qu'on n'a pas la même chose aujourd'hui avec les écologistes qui soufflent à l'oreille de certains musées l'idée de faire des expositions autour de l'écologie, ce qu'on voit beaucoup en ce moment? Alors, je ne sais pas si c'est les écologistes qui soufflent à l'oreille des musées, parce que pour le coup, la plupart des musées sont engagés sur les questions écologiques depuis assez longtemps. Et ils se posent, quand on est le musée des Confluences, la question environnementale, la question de la diversité des espèces, elle est quand même très ancienne. Et ils n'ont pas attendu les écologistes pour faire des expositions sur ces sujets-là. Étienne, ça vous choque qu'on tape sur la salle qui accueille un concert plutôt que sur... Moi, je suis pour la neutralité totale des subventions publiques en matière culturelle. Ce n'est pas effectivement aux élus à déterminer quelle œuvre culturelle, quelle manifestation doit ou ne doit pas. Ça, c'est un principe de base. Vous avez d'ailleurs des aides qui sont totalement neutres. Certaines aides à la presse, vous le savez, elles sont automatiques. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des critères qui sont des critères politiques, mais qui ne sont pas des critères de contenu. Voilà, ça me paraît une évidence. La deuxième chose qui est scandaleuse, c'est que c'est la salle qui est sanctionnée et ils y sont pour rien. C'est-à-dire, on tape quand même sur les innocents. Ils n'ont pas validé le clip. Le CCO est un lieu social important qui a toute une histoire dans Villeurbanne. C'est effectivement assez scandaleux comme comportement. Troisième événement, à ma connaissance, ce clip qui date de 2015 n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Donc c'est un document qui est public, qui n'a fait, semble-t-il, l'objet d'aucune condamnation. On ne peut pas faire une condamnation comme ça, un peu comme si aujourd'hui, parce que Brassens avait fait une chanson qui s'appelle « Gare aux gorilles », où quand même il expliquait en substance... Ah oui, il y a un magistrat qui se fait violer. Oui, qui se fait violer par un gorille. Par un gorille. Ouais. Oui, il a été interdit un peu à son époque. Qui, le gorille? Non. La chanson? La chanson, ah, oui. oui. La chanson de Brassens, quand même, qui est aussi un peu un anarchiste. Je pense que c'est pas de dire qu'il a été tendance anarchiste, Brassens, c'est pas le vexer. Eh bien, c'est comme si aujourd'hui, maintenant, quelqu'un chantant cette chanson, ne pourrait plus avoir les subventions de la région Rhône-Alpes. Donc voilà. Après, la phrase en elle-même, effectivement, elle me choque un peu, parce que la phrase qui est dans le clip, les gens sont libres, elle n'est pas condamnée, mais moi, elle me choque quand même un peu, parce que de dire tous les flics, on peut dire, c'est de l'injure d'une certaine façon, de dire que certains flics font des bêtises, ou même avec des mots plus durs, pourquoi pas? S'il y a des faits établis, dans certaines circonstances, on voit bien que personne n'est parfait, et même dans la police, il y a des gens qui font des erreurs.
Mais le côté généraliste, moi, me choque. Mais à partir de là, les faits sont anciens et on n'a pas de raison de couper une subvention. Si on peut avoir simplement votre avis d'avocat sur la question, puisque le maire de Villeurbanne a réagi et il a expliqué que donc il condamnait les propos, mais je le cite, la liberté d'expression est un droit fondamental et l'expression artistique doit être protégée. Vous, devant des juges, vous arriveriez à défendre ces rappeurs en disant que tous les flics c'est des bâtards, c'est de l'expression artistique. Oui, c'est facile. On serait confronté à la difficulté du côté général, ce côté tous les. Voilà, ça pose effectivement sur le plan juridique une difficulté réelle. Mais elle est passée, c'est fini. Mais une difficulté réelle. Mais rappelez-vous quand même, décision d'assemblée, là je fais un peu l'avocat, mais décision d'assemblée de la Cour de cassation, la plus haute autorité, c'est-à-dire qui décide que de traiter Marine Le Pen d'étron puant, c'est normal, c'est la liberté d'expression. Alors, voilà, bâtard, c'est quand même un peu moins choquant que étron puant. Voilà. Après, le juge statuera, oui, mais ce sont des policiers qui doivent être plus protégés que Marine Le Pen. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis pour l'égalité des citoyens. On ne doit pas plus protéger Marine Le Pen que les policiers réciproquement. Voilà, c'est l'égalité des citoyens. Après, on juge. Mais effectivement, le juge va jouer sur l'expression « tous ». Et non pas, je ne le dis pas, hein, il y a parmi la police des bâtards. Ce qui est choquant dans ce que dit Laurent Wauquiez, c'est de dire c'est scandaleux de pointer certaines violences policières, donc, alors que les policiers sont agressés quotidiennement. Ça veut dire que dans son esprit, il ne faut pas pointer les violences policières. Or, évidemment, pour une démocratie, la violence policière est plus grave la plus grave des violences, puisque c'est celle contre laquelle les citoyens ne peuvent rien faire. Donc c'est une corruption du système, la violence policière. Et évidemment qu'elle doit être dénoncée avec force, et que donc, je pense que dans le cas que vous citez, devant un tribunal, ça relèverait de la liberté d'expression, parce qu'on dénoncerait une corruption de notre démocratie. Mais la violence policière est totalement inacceptable. Je partage totalement votre point de vue. Après, il appartient au juge de juger policier par policier, et c'est son rôle, et parfois de reconnaître que certains policiers ont des circonstances atténuantes parce qu'ils ont été fatigués, parce qu'ils se sont mis à boire, etc. Et que donc on peut avoir des circonstances atténuantes, même pour la police. Mais en tant que système, je partage totalement votre avis. On ne peut pas tolérer la violence policière. Romain, vous n'avez pas encore entendu sur le sujet ? Je suis sidéré de savoir qu'on peut appeler Marine Le Pen étron puant. C'est que la Cour de cassation ait décidé ça, je l'apprends avec vous et je suis sidéré. Non, pour cette histoire-là, ce qui me frappe, c'est que Laurent Wauquiez, en fait, on sent qu'il est encore là, en fait. Tout le monde, enfin, moi le premier, je pensais qu'il serait à Paris pour organiser les présidentielles. Et le fait qu'il prenne une décision aussi politique sur des motifs qui sont effectivement quand même contestables, parce que le CCO, le O, c'est quand même œcuménique, c'est quand même, bon, on voit que c'est pas des... On imagine que ce ne sont pas des gens qui veulent absolument brûler du républicain, les républicains tous les jours. Donc ce CCO qui accueille des associations, accueille lui-même une association qui elle-même organise peut-être un festival dans lequel peut-être quelqu'un sera invité. Là, on est quand même très 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 loin de la commission d'un fait grave. Et Laurent Wauquiez monte là-dessus. Ça montre qu'il est quand même très, très politiquement investi localement encore. Ça m'a beaucoup surpris. Oui, juste une remarque. Rapidement. Le mot n'était pas étron puant, c'était le dessin d'un étron puant. Ah bon. C'était le dessin qui représentait Madame Le Pen en étron puant, publié dans Charlie Hebdo et reproduit sur France 2. Heureusement que vous nous l'avez dit, parce que sinon on allait tous sortir en... Oui, non, après on dit... Mais ça revient au même, mais effectivement... pas tout à fait quand même. Le problème, c'est que comme on est sans image... Oui, ça c'est... Je ne peux pas vous montrer C'est le l'image. problème de la radio. Je suis obligé de la décrire. Vous irez chercher sur Internet. On passe à notre troisième sujet. Mi-novembre débutera la concertation du transport par câble ou téléphérique ou télécabine. On ne sait pas encore comment l'appeler. Ça fait des mois qu'on n'entend que les habitants et les élus qui sont opposés à cette future ligne Francheville-Lyon qui pourrait passer aussi par Roulin, par Sainte-Foy-les-Lyons, par la Mulatière. Et puis cette semaine, miracle, un collectif de citoyens pro-téléphérique qui se fait connaître, sauf qu'en y regardant d'un peu plus près, on retrouve des anciens élus, des anciens ou des actuels militants écologistes, avec notamment, Étienne Tête la connaît bien, Monique Cosson, qui est la porte-parole et qui fut de 2015 à 2021 la présidente du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que, Romain, vous ne trouvez pas que ça fait un peu une initiative téléguidée ?
Non, enfin, dans ces cas-là, vous avez une sorte d'intérêt général qui est il faut que les gens de l'ouest de Francheville. C'est une commune qui existe, hein, Francheville. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Ça existe vraiment, il y a des gens qui habitent là-bas, ça paraît surprenant, mais c'est le cas, et ils ont envie de venir à la Confluence. Bon, et donc pour ça, il faut trouver un moyen, c'est pas très facile à faire. Donc on se dit, pourquoi pas un téléphérique? Grosso modo, ce téléphérique, à peu de choses près, représente l'intérêt général. C'est-à-dire que ça va permettre à l'ensemble de la population de se déplacer plus facilement. Et face à ça, vous avez le fameux NIMBY, N-I-M-B-Y, not in my backyard, c'est-à-dire pas chez moi. Donc c'est de l'intérêt général très bien, mais si vous mettez un pylône dans mon jardin, ça me gêne. Vous voyez, et les gens qui se mobilisent, c'est pas au nom de la conception de l'intérêt général. Ceux qui sont contre, c'est les gens qui vont avoir le pylône dans leur jardin. Et autour de ça, ceux qui peuvent utiliser ça pour porter un coup politique aux défenseurs de la métropole de ce téléphérique. Donc c'est pas totalement fou qu'il y ait une petite association, qu'il y ait un contre-feu qui se dise, alors évidemment c'est peut-être un peu téléguidé, mais en même temps, si vous êtes vert, vous avez aussi intérêt à ce que des modes de transport comme cela existent. Puisque Monique Cosson, elle fait de la politique depuis, 40 ans, et c'est sa conception de la politique. Donc elle défend ses intérêts, qui sont peut-être un peu plus larges que celui qui dit « Oui, attendez, c'est dans mon jardin, ce Mais est-ce que pylône. c'est honnête de se présenter comme collectif simplement citoyen? C'est-à-dire que Monique Cosson, elle est plus élue, hein, ça fait longtemps. Donc elle est citoyenne, quoi. Très bien. Étienne, quand vous étiez l'avocat des opposants au Grand Stade, vous aviez aussi droit à des collectifs pro-Stade des Lumières? Oui, bien sûr. Un peu téléguidés? Bien sûr. Moi, je partage tout à fait ce qui a été dit. Oui, bien sûr, mais il y a eu, j'allais dire, presque plus que ça. C'est Gérard Collomb qui a monté une association de toutes pièces avec les collaborateurs de la ville de Lyon pour faire Lyon Euro 2016 parce qu'on savait par avance que si on n'avait pas l'Euro 2016, le Grand Stade ne se ferait pas, puisque ça a été l'habillage, d'ailleurs dénoncé par la Cour des comptes, puisqu'on n'en avait pas besoin en réalité pour avoir l'Euro 2016, mais on a organisé tout un mensonge politique de dire il nous faut le Grand Stade à Dessines pour l'Euro 2016. Voilà, et donc c'est une association, et ça a été même plus loin, puisque dans le dossier d'enquête publique, une entreprise qui a obtenu en définitive un marché public sur cette opération Grand Stade en général, eh bien, a demandé à tous ses salariés d'aller mettre dans le registre d'enquête publique comme quoi ils étaient favorables au projet. Donc voilà, voilà. Ouais. Bon. Là, vous faites confiance à Bruno Bernard pour que la même chose ne se passe pas avec le téléphérique. Ça ne se passera pas la même chose dans le périphérique, je l'espère. Et en tout cas, j'ai confiance. Mais donc, c'est normal qu'il y ait des associations qui se créent sur tous les thèmes. Et quels que soient les gens qui y sont, c'est la liberté. Monique Cosson ne se cache pas. Il va avoir une concertation qui commence en novembre. Il y a 3 tracés. Les gens vont aussi débattre des tracés. Ils vont aussi débattre des fréquences, des technologies, etc. Est-ce que les gens réclament, c'est pas de débattre des tracés, c'est de débattre oui ou non le téléphérique? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une position binaire sur aucun moyen de transport collectif. Donc, pas de référendum sur les transports collectifs? Non, sur une technologie. Chaque fois, l'intérêt général, comme vous soulignez, c'est de permettre aux gens de se déplacer sans utiliser leur voiture. Ça, c'est l'intérêt général. De temps en temps, c'est le métro qui est le meilleur. De temps en temps, c'est le tramway qui est le meilleur. De temps en temps, c'est le bus qui est le meilleur. De temps en temps, c'est le téléphérique qui est le meilleur. Et les téléphériques sont souvent les meilleurs, et c'est tout le jet du débat, c'est quand on est dans des territoires contraints, c'est-à-dire qu'on a des bosses, des fleuves à passer, qu'on a des pentes, que les voies sont étroites, qu'on ne va pas pouvoir, et qu'on n'a pas les moyens de payer le métro. C'est clair. Le métro, c'est ce qui est le moins nuisant quand on regarde comme ça, bien sûr. Mais même le rapport simplement du métro au tramway, qui est pas mal, c'est un rapport de 1 à 10. Voilà, donc on peut pas... Voilà. Et l'intérêt général, c'est aussi les dépenses publiques. Donc c'est comment on trouve le meilleur, et le téléphérique est la meilleure solution dans certaines circonstances. Et le débat qui aura lieu à la concertation va déterminer si c'est la meilleure solution à cet endroit, et si c'est la meilleure solution où il doit passer, et est-ce que vaut mieux De cabines? peu de cabines. Ah oui.
Non, mais il y a tout le débat des cabines. Hein. Moi, je me des grandes prononce cabines, pas. des œufs, soit des des choses. grosses cabines, soit des œufs, des grosses cabines comme le téléphérique de New York, ou des petites cabines comme les plus petites qui existent. C'est quand même les téléphériques pour remonter, faire du ski. Hein. Voilà. Donc, on a une gamme de produits qui est très très large. Hein. Raphaël, il y a des concertations qui sont en cours actuellement sur les tramways T9, T10. Alors ça vient de débuter, mais on pense que ça va bien se passer. Par contre, effectivement, celle de novembre sur le téléphérique, vous le sentez un peu venir, le débat inaudible ? On sent venir surtout le recul probable de la métropole sur ce sujet-là, des écologistes sur ce sujet-là, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que s'il n'y a pas consensus, si la réalité sociale ne le permet pas, on ne le fera pas, c'est pas grave, on passera à autre chose. On le fera. Oui, je pense pas. J'ai l'impression que ce sera on le fera pas. Mais c'est, je pense que c'est un bon test pour le courage politique aussi. C'est bien de parler de concertation. Ça me rappelle moi le début de Gérard Collomb et les berges du Rhône. À cette époque-là, quand on supprime les voitures sur les berges du Rhône, qu'on y met d'ailleurs l'inauguration des nuits sonores, on n'entend que les opposants. On ne pourra plus se garer, le progrès titre sur les nuisances sonores. Vraiment, s'ils avaient fait une concertation à l'époque le long des berges, on aurait eu les opposants majoritairement en disant jamais il faut faire ça. Donc Collomb l'a fait, et probablement que c'est grâce à ça qu'il a été réélu, puisque ça a été un des signaux les plus visibles, on l'a beaucoup dit en tout cas, ça a été les signaux les plus visibles de la transformation de Lyon. Je ne dis pas que les écologistes seront réélus sur le téléphérique, mais ils seront réélus sur leur capacité à avoir un peu du courage aussi, d'appliquer leurs projets. Donc s'ils ne font pas le téléphérique, il va falloir qu'ils trouvent des choses encore plus fortes pour marquer leur mandat. Moi, je ne partage pas du tout cet avis sur le courage politique. Ce n'est pas une question de courage politique. Si on fait de la concertation et qu'on n'a pas le pouvoir de dire non, parce que le pouvoir de dire oui du Crédit Lyonnais, on a vu où ça a mené, si on n'a pas le pouvoir de dire non, parce que ça ne serait pas du courage politique, eh ben, il n'y a pas de concertation. Ça veut dire que c'est cause toujours. Ben non, la concertation peut aboutir à dire non. Et ce n'est pas de la lâcheté politique. Mais peut-être non sur ce projet-là. La question, c'est le bilan à la fin du mandat. Les écologistes ont été élus sur l'urgence climatique, la nécessité de faire des choses vite. L'exemple des berges. Effectivement, nous, on poussait pour que les berges ont lieu, mais on a fait reculer Gérard Collomb sur un fameux parking qui devait avoir lieu, rappelez-vous, en compensation de ces berges, du côté de la préfecture, et qui ne s'est jamais fait, tout le monde s'en passe et tout le monde vit bien. On a fait reculer, plus personne ne le réclame ce parking, mais on a fait reculer en tant qu'écologiste sur un certain nombre de dossiers, hein, grâce aussi au débat, à la concertation, mais de tous les temps, rappelez-vous, sous Michel Noir, on a fait reculer sur la cité internationale deux choses. Un, la protection de l'Atrium, qui est quand même devenu... Ce que je veux dire, c'est à la fin du mandat, qu'est-ce qui sera fait ? Et on a fait reculer. Et à chaque fois, j'ai dit ça à Michel Noir, j'ai dit ça à Raymond Barre, j'ai dit ça à Gérard Collomb, et je le redis à un. Ce n'est pas parce qu'après une concertation, un homme politique dit « je vous ai entendu, je ne le ferai pas, ou je ferai tellement différemment que c'est autre chose », qu'il est lâche. Ça n'a rien à voir. Je pense que l'important, c'est la qualité de la décision finale et pas la manière dont, j'allais dire, de jouer les gros bas en disant « j'ai pas craqué ». Non, c'est pas ça. Voilà. Mais je ne dis pas sur ce projet spécifiquement. Je dis à la fin du mandat, qu'est-ce qui aura été fait ou pas. Et s'il renonce sur ce projet-là, le métro ne sera pas fait d'ici la fin du mandat non plus. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans le bilan en matière de transport en commun à la fin du mandat ? C'est ça la question. On le verra, il y aura certainement des choses qui sont faites. Puisque le rêve, le réseau Express Vélo. Réseau Express Vélo. Qui va être bientôt dévoilé. Il y a un teasing fou là. Il nous reste très peu de temps. Je vous propose d'évoquer assez rapidement chacun un dernier sujet improvisé, puisque cette semaine, tous les présidents de groupes d'opposition à la métropole ont écrit à Bruno Bernard pour se plaindre du fait que le prochain conseil métropolitain se ferait en visioconférence. Alors, pour les personnes qui nous lisent, qui n'ont jamais assisté à un conseil municipal ou métropolitain, on ne se rend pas bien compte de la différence entre présentiel et visioconférence. Vous, Étienne, vous avez connu, il me semble, après le premier déconfinement, un conseil municipal à Lyon en visio. C'était celui où Gérard Collomb avait insulté la maire du 7e, Myriam Picot. Oui, ça laisse plus de traces. Hein. Voilà. Et faites comprendre, s'il vous plaît, aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, que c'est difficile, notamment pour l'opposition, de se faire entendre quand on est derrière son ordinateur. Pourquoi c'est si important d'être réunis tous ensemble et de pouvoir débattre et de voir les réactions des gens. Étienne, pour commencer, rapidement s'il vous plaît.
Alors, non, mais c'est certes qu'il y a une meilleure qualité au présentiel qu'à la visioconférence, c'est une évidence. Je veux dire, sinon les spectacles de théâtre n'existeraient pas. Enfin, pour tous, c'est mieux, c'est plus humain. Après, il y a des raisons sanitaires qui peuvent le justifier. Et aujourd'hui, on peut quand même observer qu'on gère mieux les visioconférences qu'au démarrage. Et puis, c'est la qualité du président. C'est sûr que un président comme Gérard Collomb, et on l'a bien vu dans les expériences de visioconférence de Gérard Collomb, qui a la totale maîtrise des micros, ne permet pas, et à la région c'était encore plus facile parce que le débat était d'une autre nature, notamment à l'époque de la vraie proportionnelle, eh bien de coups de théâtre, de coups d'effet, de coups de manche qu'on a pu faire dans des assemblées comme le conseil régional à une certaine époque. Voilà, donc c'est vrai que c'est moins bien. Moi, je n'ai pas les éléments sanitaires pour avoir une opinion très précise sur cette question de dernier moment, mais en revanche, je sais que la qualité d'un président peut permettre parfaitement le débat. Ça lui donne plus de pouvoir et c'est sur lui que repose la qualité de ce débat qui est possible en visioconférence. Romain, Raphaël, nous on voit pas ça avec l'œil d'élu, mais plus de journalistes ou d'observateurs. C'est horrible derrière son ordinateur de suivre toute une séance. C'est mieux quand on est là, qu'on peut interroger des gens, qu'on peut voir qui sourit pendant le discours du maire, etc. Concrètement, pour nous, ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas en présentiel. Parce que ce qui se passe dans les débats, globalement, c'est assez précalculé à l'avance. L'opposition vient faire sa caisse de résonance, le moment où ils sont visibles. La majorité vient dérouler ses projets et globalement ne change pas ses projets en fonction du discours de l'opposition. Donc en fait, il ne se passe pas grand-chose dans le débat. D'ailleurs, c'est un vrai problème de notre démocratie. Vous dites le Parlement. De ce que vous aviez dit avant. Hein. Non, je ne change pas les projets au cours du débat. Alors, on peut mélanger tous les sujets, mais ça vous déçoit. Non, c'est une déception qu'effectivement la démocratie n'arrive pas à créer des conditions d'un dialogue, c'est sûr. Mais en l'occurrence, donc comme il ne se passe rien au niveau du débat réel démocratique, pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir discuter avec les gens en direct, en dehors de la séance, et ça, c'est totalement impossible en distanciel. Et Romain, le mot de la fin ? Je pense que si ça se trouve, Bruno Bernard est positif, et que tout le monde sera bien content de ne pas avoir été exposé à ces virus. Alors, la version, c'est qu'effectivement, alors pas ça, hein, mais que la salle de l'hôtel de la métropole ne permet pas une distanciation physique. Et du coup, l'opposition lui dit, mais regardez, quand vous avez été élu, on avait fait ça à la Cité internationale. Vous avez les moyens aujourd'hui de louer des salles qui sont plus grandes, pourquoi on ne fait pas ça ? Mais vous, Romain, votre avis ? Non, ce qu'il pourrait faire, c'est au théâtre de Fourvière. Vous savez, le grand théâtre, là, ça fait Agora, ça fait Forum romain. Bruno Bernard se met tout en bas, et tout le monde en toge, là. Ça aurait quand même de l'allure, ça. Et puis on lâche les lions à la fin. Non, parce qu'ils sont partis, les lions sont plus au Parc de la Tête d'Or. Sinon, on aurait pu utiliser ceux du Parc de la Tête d'Or pour aller manger les élus de l'opposition. C'est une idée géniale. C'est sur ce programme réjouissant qu'on s'arrête. Je vous dis merci pour votre fidélité. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine sur Lyon Mag.